En tout cas, en attendant, nous allons passer la parole aux autres acteurs de ce plateau pour leur avis. Le riche, bonjour. Bonjour, Eric, bonjour. Vous aviez été surpris, bonjour, vous autres aussi, de l'issue du vote, Eric? Un peu aussi de ce que je me disais, même si la loi serait rejetée, cela serait justement à cause de la position des députés de l'opposition. Mais à l'arrivée, on s'est rendu compte que au niveau de chaque formation politique, il y avait des députés pris individuellement qui avaient aussi une autre position qui ne soit pas du tout différente de celle des députés de l'opposition. C'était un peu là ma surprise de constater que des députés de la mouvance aussi ont trouvé que c'était vraiment pas le moment, n'est-ce pas, d'aller vers une révision de notre loi fondamentale, voyez-vous. Donc là, ma surprise était à ce niveau. En même temps, moi, les bonnes notes que je tire de ce débat, c'est que la proposition de loi de Hassan Seydou aura permis à des députés de montrer à la face du monde que on peut être député d'un parti ou d'un autre et voter une loi avec son intime conviction. On peut appartenir à une formation politique et garder, comme l'a rappelé Malik, sa sincérité. Et je pense que à aucun moment j'ai entendu justement de toutes les réactions des députés qui ont voté contre la proposition, que cela a été fait parce que la proposition remet en cause les fondamentaux de notre démocratie, met en danger notre démocratie. Je pense plutôt que on a peut-être estimé que c'était pas le moment, que le contexte ne s'y prête pas du tout. Ça veut dire que quelque part on reconnaît vraiment qu'il y a peut-être un problème et d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui ou après-demain, quand les esprits se seront un peu calmés et que peut-être on aura moins de doutes à voir toujours, je dirais, une forme de ruse, une forme de rage derrière toute idée de révision. Peut-être que le débat se fera et que nous allons toiletter ce qu'il faut toiletter et faire avancer notre pays. Le riche, peut-on être vraiment surpris de certains votes, notamment de ceux qui appartiennent à des partis politiques soutenant les actions de Patrice Talon? On a déjà vu l'opinion de Lazare Secrétaire, dont on a d'ailleurs évoqué le contenu et qu'on a commenté par ici, par exemple. Donc, le voir en train de brandir le bulletin rouge ne devrait pas être surprenant. Au BR, on a quand même eu des échos, ma foi, d'une certaine opposition, d'une certaine surprise de certains membres qui n'avaient pas été informés du projet avant que cela n'atterrisse sur la table du président de l'Assemblée nationale. Donc, on pouvait s'attendre aussi à ce que, ma foi, certains parmi eux votent contre et c'est arrivé. Oui, sincèrement, j'avoue qu'on pouvait s'y attendre, mais pas à ce point. Parce que tout de suite, dès qu'on prend ce projet de loi, au début, tout le monde voyait un peu plus du côté des démocrates et on se disait que c'est l'opposition parlementaire qui fera vraiment front à ce projet de loi. À la limite, on peut également constater quelques députés de l'Union progressiste, le Renouveau. Mais la grosse surprise a été beaucoup plus dans le camp du bloc républicain où des députés, pas des moindres, qui se sont levés et ont dit clairement que le moment n'était vraiment pas venu pour qu'on passe à la relecture de la loi fondamentale. Je pense que on a assisté un peu à une sorte de réunification des parlementaires, des représentants du peuple avec le peuple. Pourquoi ? Quand on suit la logique qui a été définie, qui a été expliquée par ces députés, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, il y a une seule image qui se dégage. Le moment n'est pas propice pour qu'on révise la loi fondamentale. Et pourquoi ? Il fallait vraiment, et comme l'a dit d'ailleurs Théodore Hollo, l'un des rédacteurs justement de cette loi fondamentale, il a dit qu'on a senti comme une sorte de précipitation autour de ce projet de loi. Et cette précipitation a empêché les uns et les autres de voir tous les atouts. Il se peut que la proposition soit bonne, il se peut que l'idée derrière soit bonne, il se peut aussi qu'il y ait de très bonnes intentions. Mais le problème, c'est que on a créé une sorte d'anneau autour des parlementaires, autour des politiques.
au lieu d'élargir le champ du débat pour que toutes les formations, que toutes les parties prenantes puissent participer à ce débat, encore que tout le monde, on parle de 2026 qui est l'échéance qui a carrément l'année la plus attendue, mais on se rend compte que nous avons beaucoup de temps pour le faire. Théodore Lo l'a dit, je le rappelle encore, il a dit nous avons encore la possibilité de faire ce débat sur au moins 6 mois et faire parler toutes les parties prenantes. Donc on peut revenir à la là-dessus limite, après. Quand on revient maintenant, on constate que les députés du BR qui, d'une certaine manière, ont exprimé leur vote, ont montré leur sincérité vis-à-vis du peuple, ont montré que on peut effectivement Pourquoi c'est eux qui montrent la sincérité? Pourquoi c'est pas ceux qui votent pour le projet qui montrent la sincérité? Ils pouvaient faire du suivisme en disant je porte assistance à un collègue de mon parti parce que c'est une manière, c'est une sorte d'aveu. Peut-être que c'est le collègue justement. Peut-être que c'est le collègue justement qui est dans la bonne direction, dans le sens. C'est justement la raison pour laquelle je dis que c'est une sorte de désaveu quand on va à l'encontre de son collègue, qui plus est de la même formation politique que soi et du même groupe parlementaire que soi. Donc je pense que c'est une manière de montrer que nous pouvons être collègues, nous pouvons être du même bord politique, mais si je pense que là où tu vas ne me convient pas, je peux choisir une autre direction. Franck. Moi, je pense qu'au-delà du moment, le moment ne s'y prête pas. Donc, on peut concéder ça à ceux qui brandissent cet argument. Le contenu décrié, puisque j'ai pu entendre Nouréni Attiadé dire politiquement et techniquement, ce projet, enfin, cette proposition de loi n'est bonne à rien, qu'il faut carrément mettre ça de côté. Mais au-delà de tout cela, ils ont évoqué un thème qui me paraît important, le consensus. Et c'est cela que même ceux qui font le droit, les observateurs, tous ceux qui abordent aujourd'hui le sujet parlent de consensus. Est-ce que en engageant, voilà, j'y arrive, le débat, est-ce qu'on pouvait véritablement obtenir le consensus autour de la révision de la Constitution? Vous savez que depuis la nuit des temps, lorsqu'on évoque la Constitution, les gens relient ça immédiatement à la personne du président qui est en exercice. On ne voit personne d'autre, c'est pour tripatouiller la Constitution et s'éterniser au pouvoir. Et le contexte aujourd'hui, dans la sous-région, cela fait que les gens sont tellement frileux. Les gens craignent ce qui se passe dans les autres pays et donc sont braqués lorsqu'on évoque la question. Vous appelez même un citoyen aujourd'hui qui ne connaît même pas, qui n'a jamais vu la couleur de la Constitution. Vous lui dites, mais est-ce qu'il faut réviser? Il vous dira catégoriquement non. Parce que c'est ce qu'on lui a dit à la maison. Lorsque les parents les plus instruits même font le débat, ils disent non, il ne faut pas toucher à ça. Et de bouche à oreille, les gens font un travail qui est resté longtemps gravé dans nos mémoires. Donc pour le commun des Béninois, c'est que la Constitution, c'est un livre sacré, c'est une Bible, il ne faut pas changer une virgule là-dedans. Et donc dès que ce débat apparaît, tout le monde a peur, on ne se fait plus confiance, même dans les ménages, ça se passe, les gens sont divisés, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Parlement, moi je pense qu'il faut véritablement attendre la fin pour savoir. Aujourd'hui, lundi sera vraiment déterminant. Moi je pense que les débats qui vont se faire aujourd'hui et tous les travaux qui seront faits autour du code électoral nous donneront plus d'éclaircissement sur ce que visent réellement c'est ceux-là qui ont fait des propos. Ce n'est pas pour rien, à mon avis, que les démocrates également se sont précipités pour faire également des propositions. Ils ont vu venir, savent que au niveau du code électoral, le travail sera fait. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec un député démocrate qui m'a dit, moi, je vais travailler à ce qu'on ait un bon code électoral. Ça veut dire que le débat sera fait au niveau du code électoral et il n'y a pas trop de garde-fou, il y a un peu de marge de manœuvre pour la mouvance de pouvoir toucher les choses. Il y a Dynamisme Info qui a quand même mis quelque chose en manchette ce matin qui est assez intéressant, qu'on pourrait aussi examiner. Quand on voit un peu le comportement, notamment des députés de l'opposition, les réalités de fin de mandat déjà à la porte de la rupture. Est-ce qu'on peut dire que cette option de ces 7 députés à la fois du l'UPR et du BR est déjà une manifestation de la désobéissance qu'on observe souvent dans le camp de la mouvance présidentielle, quand celui qui est au pouvoir est en train d'épuiser, ma foi, son temps à la marina? Je ne le pense pas. Je sais que bon nombre de citoyens, je ne sais pas, sont plus en attente
d'un certain nombre de désaccords au niveau de la mouvance présidentielle. Moi, je pense qu'il faut plus de 7 députés pour arriver à cette conclusion. Pour moi, c'est infime à comparer au nombre de mais ça peut commencer, députés. ça peut commencer Ça par peut commencer par 7, peut-être évoluer progressivement. D'accord. Bon, attendons de voir. Tout comme ça peut être également, comme on dit, une stratégie politique de la mouvance présidentielle, de nous mettre justement sur la piste de ce qu'il y a un début de désaccord pour déjouer certainement certains plans, voyez-vous. Donc moi, je pense que c'est trop tôt pour tirer cette conclusion, et je trouve que ces députés, à comparer au nombre de députés qui ont voté pour, il n'y a pas matière à avoir déjà une forme de division. De le dire, il n'y a pas. Certains ont dit que c'est pour tester sa majorité que le chef de l'État a au Parlement. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un jeu politique qui se joue là. Et si vous observez très bien, au-delà du fait que, ces députés ont peut-être envie de dire leur nom, de dire je ne suis pas pour. Parce que vous avez vu, ils ont observé la discipline de groupe jusque-là. Lorsqu'il s'est agi... Pourquoi on a été surpris? Oui, lorsqu'il s'est agi dans le BR, que le parti puisse soutenir Hassan Seibou, ça l'a été. Mais le député à l'Assemblée nationale n'a pas un mandat impératif. Ça veut dire qu'il peut prendre l'initiative qu'il veut, il peut prendre sa position, la position qu'il veut. Et c'est cela qui s'est exprimé à travers pourquoi il fait réunion alors au niveau de son parti politique? Non, au niveau du parti. Réunion avec le parti politique, s'entendre, et puis et à l'Assemblée nationale, retrouver toute la liberté. En tant que membre du parti politique, là-bas, il est député élu de la nation. C'est ça. Donc il agit en cette qualité. Voilà. Oui, Eric. Je ne dirais pas qu'il y a désobéissance, en ce sens qu'il faut parler de désobéissance si éventuellement le grand chef avait dit « je suis pour la révision ». Il l'a dit, il l'a martelé, il l'a dit plusieurs fois, que ce soit aux démocrates, et d'ailleurs même avec la rencontre avec la presse, il l'a encore martelé, il dit qu'il n'est pas pour la révision de la Constitution. Donc c'est éventuellement aujourd'hui, des députés se sont levés, des députés de la mouvance, que ce soit du BR ou de l'UPR, se sont levés pour dire non, nous n'accordons pas notre violon avec ce qui se fait par rapport à la révision. Ceux-là, on peut dire qu'ils sont plutôt, ce sont eux qui sont plutôt en phase avec les idées ou du moins les propos du chef de l'État. Donc, parler de désobéissance parce que les députés n'ont pas accordé leur violon, n'ont pas donné leur voix, n'ont pas donné leur accord à la révision à ce projet de révision de la Constitution, non. Mais je pense qu'il peut y avoir des germes. Parce que c'est maintenant que le vrai débat va commencer. Le vrai débat sera autour du code électoral à réviser. Et c'est là justement que nous aurons des confrontations d'idées. Nous aurons des arguments qui viendront de toutes parts. L'UPR a fait une proposition, les démocrates ont fait une autre proposition. Nous, on attend maintenant de voir le débat en bonne et due forme. Et c'est là maintenant qu'on saura exactement, puisque d'ailleurs, la Cour constitutionnelle attend toujours. On va observer le... Oui, par contre, moi, j'ai quelques regrets. D'abord, j'aurais aimé que l'étape de recevabilité soit franchie, de sorte à permettre au Parlement de faire un débat sur cette proposition. Exactement comme nous l'avons observé ces derniers jours sur des plateaux de télévision et puis tout ça. On a défoncé, hein. Et cela fait un moment que nous avions observé dans notre paysage politique qu'un sujet puisse préoccuper tous les acteurs et ils étaient accessibles justement à répondre à nos questions sur des émissions, sur des plateaux. Et j'attendais que ce débat soit transposé justement à l'Assemblée nationale. À l'arrivée, ça n'a pas été le cas. L'autre regret aussi, c'est que vous voyez un peu quand on a ainsi un sujet aussi sensible, on estime que au niveau du Parlement, c'est un jeu, enfin c'est un environnement où on fait beaucoup de la politique. On peut ne pas comment on dit, observer, c'est un choix, n'est-ce pas? Et puis, on s'arrange pour que le débat n'aille pas véritablement jusqu'au bout. Cela arrache un peu à notre vie politique un certain dynamisme, n'est-ce pas? Je pense que pour le code électoral, que le débat ait lieu, que les différentes propositions qu'on a entendues sur des plateaux de télévision et puis tout ça, que cela soit vraiment mené de sorte à permettre à l'opinion de se faire vraiment sa religion sur ces sujets-là. Comment voyez-vous le comportement des députés de l'opposition et l'OREC?
Les députés de l'opposition sont restés droits dans leur bottes. Dès le début, ils l'ont dit clairement qu'ils sont farouchement contre cette révision de la Constitution, ce projet de révision de la Constitution, qu'elle soit une retouche technique ou pas. On a senti une sorte d'union, une sorte de... C'est là que je parlerai même de synergie de groupe. Voilà. Il y a un travail qui a été fait là, ce qui n'a pas été le cas au niveau de l'UPR ou du BR, parce que si éventuellement, je prends le cas du BR, dans lequel on a eu Hassan Seibou qui a lui-même proposé ce projet de loi, et on a vu comment le BR l'a défendu à corps et à cri. Qu'on constate aujourd'hui que les députés BR ont choisi carrément la voie de la distension. On sent que effectivement c'est parce qu'il y avait quelque chose. Mais du côté de l'opposition, ils sont restés droits dans leur bottes d'une certaine manière. Maintenant, c'est quand nous ferons les débats, c'est quand ils feront plutôt les débats sur le code électoral qu'ils vont vraiment apporter leurs arguments et on appréciera. Eric? C'était quoi la question? Les députés de l'opposition et leur attitude lors de ce vote. Non, je pense qu'ils avaient déjà annoncé. Peut-on continuer à dire qu'ils sont vraiment solidaires et qu'il n'y a pas de mécontentement, que tout le monde a été pour cette position-là? Quand on voit leur attitude? Je pense qu'ils avaient déjà annoncé une farouche opposition à toute révision de la Constitution. Et c'est un peu ce que nous avions observé. Bon, même si dans l'effectif, il y en a qui ont fait peut-être, enfin, qui n'ont pas été à l'école des autres députés. Sur le budget, on a observé également une position du genre. Basile, qui justement n'a pas observé la discipline du groupe. Donc, avec eux, nous sommes plutôt habitués à peut-être ce que tout l'effectif en bloc ne soit pas orienté sur le même chemin. Non, c'est normal. Vous avez vu depuis le début la position qu'ils ont adoptée. Ça n'a pas changé d'un iota, puisque 28 députés les démocrates ont voté contre cette proposition de loi. Ils ne peuvent pas faire autant pour le code électoral parce que justement, ils ont également, disons, une proposition dans la balance. C'est-à-dire que tu me tiens, je te tiens. Si tu veux que tes propositions passent, il faudrait que tu puisses me concéder quelque chose. C'est là que le débat devient très intéressant. On n'aura plus droit à une position vraiment tranchée telle qu'ils ont fait pour la proposition de loi portant révision de la Constitution. Ce que Noureni Achadi a proposé, que moi j'ai écouté, c'est de très belles propositions. Maintenant, pour que ça garde cette beauté-là, eh bien, il faudrait que de l'autre côté, ils aient également l'honnêteté politique de reconnaître que là-bas également, il y a de bonnes choses. Mais qu'on ne tienne pas des discours du genre, écoutez, ce qu'ils proposent de l'autre côté, c'est pour nous endormir, c'est pour s'éterniser au pouvoir, c'est pour mettre des choses de façon cachée. S'ils tiennent ce propos-là, et ils vont violer, en tout cas, ils vont aller contre l'esprit de la Cour qui leur demande de revoir le code électoral. Ici, maintenant, ce n'est plus de la volonté d'un député, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a. S'ils ne le font pas, on leur retournera la copie. On parlera de ça tout à l'heure. Vous pensez que c'est fini, c'est rangé, le projet révision constitutionnelle là? Oui, c'est rangé. Non, je ne le pense pas, parce que les avis des députés, c'est que ça n'est pas le moment. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui reste d'actualité. Jusqu'on a estimé que avec tout ce qui se passe dans la sous-région, avec les doutes qu'on a sur la bonne foi des députés, c'était pas véritablement le moment. Et puis ce que j'allais ajouter sur la liste de mes regrets, c'est dans ce débat qu'on soit amené à demander à un député pourquoi. Enfin, la question pourquoi il propose une loi sur la révision. Moi, je pense qu'il nous faut aussi aller éduquer nos concitoyens. C'est que c'est un travail du député, c'est son job. Il a été envoyé au Parlement pour faire ce travail, proposer des lois, voyez-vous, et voter contre l'action du gouvernement. Ça n'est pas parce qu'il est question... Le concitoyen a envie de comprendre. Oui, il a été mandaté justement pour faire ce travail. Le citoyen sait pourquoi il a envoyé là-bas, c'est pour proposer des lois. Il aurait pu proposer une loi sur, je ne sais pas. C'est en cela que la conséquence de ce genre d'acte de comportement à l'endroit de nos députés, par peur de se voir interrogés, ils vont s'abstenir de faire des propositions. Nous avons vu des députés qui ont fini leur mandat sans même proposer une phrase. Et ça n'est pas bien pour notre Parlement, ça n'est pas bien pour la vie de notre démocratie si quand un député utilise sa responsabilité, n'est-ce pas, de proposer une loi,
qu'on lui retoque, qu'on lui traite de tous les noms, machin, ici, pas là, ça peut amener d'autres députés, n'est-ce pas, à rester tranquillement dans le couloir. Ben, écoutez, je ne veux pas qu'on m'interroge sur... non, mais il y a beaucoup de projets de loi qui passent quand même. Il y a des gens qui proposent aussi d'autres projets de loi, mais qui passent et on les interpelle aussi dessus. Et parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. En fait, c'est de notoriété, c'est la notoriété du député de faire sa proposition. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Donc, en proposant, il doit s'attendre aux deux aspects. Par rapport à cette révision de la Constitution, moi je pense que le dossier n'est pas complètement rangé. C'est juste reporté. Tout simplement parce qu'il n'y a pas que le BR ou Hassan Seibou qui a fait une proposition. Il y a également Moël Béné qui a saisi la Cour constitutionnelle tout récemment par rapport à un article de la Cour constitutionnelle par rapport à la loi fondamentale, et il demandait qu'on règle une sorte d'illégalité. Et donc je pense que, qu'on le veuille ou non, la révision de la Constitution reste un sujet sur lequel nous allons revenir. Mais il va falloir qu'on fasse régulièrement le débat, c'est-à-dire qu'on fasse le débat à tous les niveaux, que toutes les parties constituantes fasse ce débat afin qu'on puisse dégager l'idée essentielle et qu'on fasse ressortir les traits importants pour faire avancer notre démocratie. En fait, l'objectif ici, c'est d'éviter qu'il y ait des révisions opportunistes, qu'il y ait des révisions qui vont d'une certaine manière plomber la démocratie et plomber le vivre ensemble. Parce que c'est ça que les gens craignent. Et comme nous sommes à 2 ans des élections, les gens ont plus peur, beaucoup de personnes ont plus peur parce qu'ils se disent que la révision en l'état ne sera qu'opportune. Donc il faut simplement faire en sorte que quand nous allons finir 2026, que toutes les parties prenantes s'asseyent. Il y a d'ailleurs Boniaï qui entre-temps qui avait demandé un dialogue national pour qu'on s'asseye et qu'on parle. Moi je ne vois pas le dialogue national, mais je vois plutôt une sorte d'assise nationale qu'on prenne toutes les parties prenantes, que ce soit les juristes, la société civile, qu'on prenne toutes les parties prenantes afin que chacun se prononce. Et comme ça, on va vraiment évaluer la loi fondamentale pour avoir le résultat qu'il faut. Le caractère opportuniste. C'est-à-dire que vous voyez un chef de l'État qui Quels sont les risques, les dangers, voilà, c'est ce qu'on voit, ce qu'on mesure. C'est ce qu'on craint le plus. On voit un chef de l'État qui est en fin de mandat, à moins de 2 ans de la fin de son mandat, qui veut réviser la Constitution, ou un de ses soutiens qui propose une loi pour réviser la Constitution. On se dit, attention, si on ouvre le débat, on peut mettre beaucoup de choses pour favoriser celui-là. Il y a également les risques, c'est que vous avez vu, ce n'est pas la première tentative. On était même parfois en début de mandat, quand on propose, c'est que les gens voient toujours qu'il y a une intention. Peut-être parce qu'il y avait toujours des intentions. Voilà, il y a toujours des intentions que l'on voit dans cette action de réviser la Constitution. C'est un sujet qui est vraiment délicat. Et vous avez vu que lors de la 8e législature, en 2019, je crois, il y a eu une révision de la Constitution, c'est passé. Et donc, les gens craignent toujours qu'il y ait des aspects qu'on introduise qui favorisent celui qui est au pouvoir. Dans ce cas-là, moi, je ne vois pas qu'on refasse ce débat-là avant la fin du mandat du président Patrice Talon. C'est fini, c'est une affaire réglée, c'est rangé et on va passer à autre chose. Après 2026. On peut surfer, voilà. Après 2026, on peut revenir. Maintenant que nous avons l'opposition qui est représentée au Parlement. C'est un faux procès. Quand je prends le premier risque à évoquer, Franck, tout à l'heure, ce qui nous a été proposé, quels sont les points qui touchent les fondamentaux de la République? Comment on peut aller vers une révision, par exemple, toucher un mandat? Si ce qui est proposé n'a absolument rien à voir avec le mandat. Mieux, quand on prend notre constitution en l'état actuel, comment on peut réviser, aller vers un 3e mandat si nous avons des verrous qui intime à tout acteur même de ne pas toucher non seulement le nombre de mandats et tout ce qui reste. Moi, je ne vois pas. Et cela, je pense que... Je vous explique par exemple un cas de figure qui peut arriver. Qui peut arriver sur quelle base? Oui, je vous explique. À supposer que lors du vote de vendredi, qu'on ait réuni d'abord les trois quarts qu'il fallait pour la recevabilité, et puis après qu'on recueille aussi les 4/5e, le débat qui va se faire après, tout ce qu'on va mettre dans la Constitution sera adopté à la majorité simple. C'est-à-dire que ils sont 109, non? Ça doit faire quelque chose de 58 54 plus 1 en principe.
Ça fait 55. Oui, ça fait 55 à peu près. Donc, avec 55 députés, on peut même balayer tout ce que vous appelez fondamentaux là. C'est quelle ça le façon? problème. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Puisqu'on l'a érigé en principe. Absolument. Le risque existe. Non, ce n'est pas le le risque principe, permanent. justement. Le risque C'est existe que dès dans qu'on le a fait. passé les étapes là, Le risque est permanent. tout ce qui peut entrer dans la Constitution après peut être validé par une majorité Ouais. simple. C'est ça le risque en fait. Vous avez compris? L'UPL, le renouveau, le groupe amateur, Rien que le bien, le renouveau peut faire le peut faire peut tout faire ce le qui job. reste avec et écrire une nouvelle constitution. C'est une même porte- si- c'est une porte ouverte, c'est une porte ouverte à tous Non. les changements. Allez, Et d'ailleurs, il y a ça. 5 Ce n'est juristes. pas- D'ailleurs, il y a 5 juristes. ce n'est pas qui ont si dit la facile que Cour ça. constitutionnelle Ce n'est tout pas si simplement en simple que disant ça. que ce n'est pas en inversant la position, l'ordre des élections qu'on rétablit la légalité de la démocratie et de la République. Non. C'est-à-dire, il y a un problème qui est là. Il y a un vide de confiance. Il y a une crise de confiance forte. Donc, je dis, passons aux choses sérieuses jusqu'en 2026. On a su des Juste choses après sérieuses, hein. 2026, juste après 2026, on pourra parler maintenant de la question de la Il y a- Constitution. il y a Il y a un problème pour aujourd'hui. Il y a une Pensez-vous que ça ne interprétation. sera pas après 2026. Il y a eu une interprétation. Finalement, quel est le problème? Eric, il y a une interprétation ou une analyse, dois-je dire, de l'issue du vote. C'est que les partisans de la mouvance présidentielle disent que c'est maintenant que l'opposition a validé la constitution votée nuitamment en 2019, Franck. Puisqu'ils sont opposés qu'on la révise, alors qu'ils disent que c'est une constitution Halloween qu'on a révisée au milieu de l'année. C'est le moment qu'il fallait saisir pour faire les choses de façon plus... Bon, surtout qu'ils l'ont fait également cette fois-ci, ils ont rejeté Dans la proposition dans la nuit, tard dans la nuit. J'ai joué quelques députés au petit matin du samedi, ils étaient tous fatigués. Et donc, on peut faire du beau travail également au creux de la nuit. Et on l'a vu, ils ont rejeté la proposition de loi. Donc, je pense que c'était une occasion, mais ils avaient des craintes. Imaginez que l'opposition avait, disons, une cinquantaine de députés. Ils seraient pas en train, ils peuvent se dire, mais nous allons où, je dis, si l'opposition détenait par exemple 111 députés ou 83 députés, ils auraient préféré peut-être ouvrir le débat pour que cela se fasse, parce qu'ils vont se dire, nous avons toujours la possibilité de rattraper les choses. Mais là, maintenant, ils ne sont pas, ils sont dans une position de faiblesse, bien que leur nombre leur permette de bloquer les choses telles qu'ils ont fait. Mais si on ouvre les débats, ils ne sont pas sûrs de vouloir arrêter quoi que ce soit. Voilà. Pas de vouloir, de pouvoir. De pouvoir, voilà, de pouvoir et même c'est ça de le plus vouloir important. arrêter quoi que ce soit. Donc, On peut dans les on peut pas dire qu'ils sont validés débats, parce que en football, on dit qu'il ne faut pas corser le score, il ne faut pas aggraver le score. Donc, si déjà ils savent qu'ils ne peuvent pas faire mieux, il faudrait mieux qu'ils s'arrêtent là où ils peuvent le faire, c'est mieux. Allez, les gars, merci beaucoup. Passez une bonne journée, bonne semaine de travail. Mesdames et messieurs, suivez la rubrique d'Idriss Boukari tout de suite, qui vous rappelle les faits les plus importants de la semaine écoulée, notamment les 7 jours au Bénin, une semaine au Bénin, et puis la revue de presse qui va s'en suivre. Bonne journée.